Mon mari a assisté au mariage luxueux de son frère, mais je n'ai pas été invité. J'ai simplement souri et j'ai répondu en partant en voyage à Rome. Lorsqu'il a fallu payer pour la réception, ils ont commencé à hurler. Ce matin-là commença comme tous les autres dans le petit appartement du marais qu'Amélie et Julien avaient construit ensemble. L'arôme du café fraîchement moulu s'échappait de la cuisine, se mêlant à l'odeur des tartines à l'avocat qu'Amélie préparait. Pour elle, cette routine était son ancre, une simple réaffirmation que sa vie était sur la bonne voie, que ses 5 années de mariage étaient bâties sur l'amour et la compréhension mutuelle. Elle posa 2 assiettes sur la table, versa le café dans la tasse préférée de Julien et sourit avec satisfaction. Elle était heureuse de cette simplicité, un bonheur qu'elle pensait éternel. Julien entra dans la salle à manger d'un pas étrangement lourd. Son visage, habituellement joyeux le matin, était maintenant marqué par une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Amélie le remarqua instantanément. Elle posa son couteau sur son assiette et regarda son mari avec préoccupation. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi as-tu l'air si tendu ?» demanda doucement Amélie. Julien soupira profondément, comme s'il rassemblait ses forces pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'assit en face d'Amélie, mais ses yeux ne croisaient pas les siens. Son regard était fixé sur la vapeur qui montait de sa tasse de café. « Amélie, je suis vraiment désolé. J'ai une mauvaise nouvelle, dit-il à voix basse. Ma sœur vient d'appeler d'Aix-en-Provence. Maman est en très mauvais état. » Le monde d'Amélie sembla s'arrêter un instant. Carole, sa belle-mère. Bien que leur relation ne puisse être décrite comme chaleureuse, Amélie avait toujours eu un profond respect pour elle. Carole était certainement une figure autoritaire, lançant souvent des pics subtils sur les origines modestes d'Amélie. Mais Amélie avait toujours essayé d'être compréhensive. Pour elle, Carole restait la mère de l'homme qu'elle aimait profondément. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Jus ? Comment est-ce possible ? Je viens de parler à Chloé au téléphone avant-hier, et elle m'a dit qu'elle allait parfaitement bien. La voix d'Amélie tremblait, retenant son anxiété. Son esprit s'emballa immédiatement, imaginant les pires scénarios. Elle a dit qu'elle s'est effondrée soudainement la nuit dernière. Sa tension a grimpé en flèche. En ce moment, elle est clouée au lit. Je dois y aller tout de suite, Amélie. Je suis son fils unique. Je dois être là, dit Julien avec un ton d'urgence feinte. Sans une seconde de réflexion, Amélie se leva de sa chaise. Ses instincts d'épouse et de belle-fille prirent le dessus. Bien sûr. Allons-y, Jus. Je vais me préparer tout de suite. Nous irons ensemble. Je pourrai aider à prendre soin de ta mère là-bas. Julien leva les yeux et, pour la première fois ce matin-là, il croisa le regard d'Amélie, mais son regard était étrange. Il y avait une panique fugace qu'il essaya de dissimuler avec un sourire forcé. « Non, ma chérie », refusa-t-il rapidement. Beaucoup trop rapidement. Amélie fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? Je suis ta femme et sa belle-fille. C'est normal que j'aille la voir et que j'aide. Je peux demander un jour de congé à mon travail. » Ce n'est pas ça. Julien prit la main d'Amélie, la serrant fort. « Je n'y vais que pour quelques jours au maximum, jusqu'à ce que maman soit stable. La route jusqu'à Aix est longue et fatigante. Je m'en voudrais de t'imposer ça. De plus, la maison là-bas est petite. Beaucoup de membres de la famille vont venir. Tu ne serais pas à l'aise. Je te promets de te tenir au courant à chaque instant. » Les raisons semblaient logiques. Elles ressemblaient à une démonstration d'inquiétude. Pourtant, une petite voix dans le cœur d'Amélie lui disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi son mari insistait-il tant pour qu'elle n'y aille pas ? Dans une situation comme celle-ci, le soutien d'une épouse n'était-il pas ce dont on avait le plus besoin ? Mais c'est, chérie. Julien la coupa brusquement, cette fois avec un ton plus ferme qui ne laissait aucune place au débat. Tu restes ici, tu t'occupes de l'appartement et tu pries pour que maman aille mieux. Ce sera plus que suffisant pour moi. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi à faire un sac avec des vêtements pour quelques jours, d'accord ? Amélie céda finalement, refoulant son malaise au plus profond d'elle-même, se convainquant que Julien essayait seulement de lui épargner des ennuis. Le cœur lourd, elle se rendit dans leur chambre et ouvrit l'armoire. Ses mains choisirent avec automatisme plusieurs chemises, t-shirts et pantalons pour Julien. Elle glissa même les vitamines et les médicaments personnels de Julien dans le sac,
s'assurant que son mari ne manquerait de rien pendant son séjour. Chaque vêtement qu'elle pliait ressemblait à une prière, un espoir sincère que sa belle-mère se rétablirait rapidement et que son mari pourrait revenir à ses côtés. 1 heure plus tard, Julien était prêt à partir. Il serra Amélie dans ses bras à la porte. Une étreinte qui semblait vide et précipitée. « Je pars, Amélie. Prends soin de toi. Je t'appellerai en arrivant. » Amélie hocha la tête, essayant de sourire malgré le tumulte dans son cœur. Elle embrassa le dos de la main de son mari et regarda sa voiture s'éloigner jusqu'à disparaître au coin de la rue. L'air frais du matin semblait maintenant glacial, et l'appartement habituellement chaleureux paraissait immensément vide et silencieux. Après avoir verrouillé la porte, Amélie retourna dans la salle à manger pour débarrasser la table. Son esprit était toujours rempli d'inquiétude. Alors qu'elle allait ramasser la veste en jean que Julien avait laissée sur le dossier d'une chaise, un petit morceau de papier en tomba et vola jusqu'au sol. Le papier était froissé, comme s'il était resté longtemps dans la poche de la veste. Amélie le ramassa sans méfiance, pensant que ce n'était qu'un reçu ou une note sans importance. Cependant, en le dépliant, ses yeux se figèrent sur les mots qui y étaient écrits. C'était un papier à en-tête avec le logo d'un traiteur de luxe bien connu de la ville natale de son mari. Sous le logo se trouvait une commande détaillée pour des centaines de portions de buffets et de stands de nourriture. Le cœur d'Amélie commença à battre plus vite. Puis elle vit une écriture qu'elle reconnut comme celle de Julien au bas du papier. Une petite note écrite au stylo noir. Paiement final de 50% du la veille de l'événement de Chloé. Amélie lut la phrase encore et encore, comme si elle essayait de déchiffrer une langue étrangère. La veille de l'événement de Chloé. Cela ne signifiait-il pas demain? Pourquoi y avait-il une commande de traiteur de luxe pour l'événement de sa belle-sœur juste au moment où Carole était censée être clouée au lit, gravement malade? Sa logique luttait contre ses sentiments. C'est peut-être une vieille note, pensa-t-elle. C'est peut-être juste une simple fête de famille. Elle essaya de trouver des justifications, n'importe quelle raison qui pourrait calmer son cœur qui commençait à brûler. Mais elle ne pouvait ignorer le fait que la date imprimée dans le coin du papier était celle du lendemain. Quel mensonge lui cachait-il réellement? Le premier jour sans Julien parut interminable. L'appartement ressemblait soudain à une cage solitaire. Amélie essaya de s'occuper avec le travail et le ménage, espérant que l'activité physique détournerait son esprit de la note du traiteur qu'elle avait trouvée. Elle gardait maintenant cette note dans le tiroir de sa commode. Elle ressemblait à une bombe à retardement sur le point d'exploser. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil au tiroir, son cœur s'emballait de nouveau. Elle essaya de se convaincre de ne pas penser négativement, de faire confiance à son mari. Dans l'après-midi, Julien appela enfin, comme il l'avait promis. Amélie répondit au téléphone pleine d'espoir. « Salut, Ju. Comment va ta mère ?» demanda-t-elle sans préambule. « Salut, ma chérie. Je viens d'arriver » répondit Julien de l'autre bout du fil. Sa voix semblait fatiguée, mais il y avait autre chose, quelque chose qui sonnait forcé. L'arrière-plan de son appel était étrangement silencieux. Il n'y avait pas de bruit de prière ou de conversation, typique de la maison d'une personne malade, juste le silence. « Comment va-t-elle » qu'a dit le médecin, insista Amélie. « Maman. Maman se repose. Le médecin de la ville l'a vue. Il dit qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Pas de stress. Je viens de finir de lui faire un massage, répondit Julien en bégayant légèrement. Amélie sentit que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas à l'hôpital, Ju? Si sa tension est si élevée, c'est dangereux. Elle ne veut pas, Amélie. Maman ne veut pas. Tu sais comment elle est avec les hôpitaux. Allez, ne t'inquiète pas tant. Prie juste pour elle. D'accord, dit Julien. Il semblait pressé de mettre fin à la conversation. Je veux lui parler, Ju. Juste un instant. Je veux entendre sa voix. Tu ne peux pas, Amélie. Elle dort profondément après avoir pris ses médicaments. Ce n'est pas bon de la réveiller. Je dois y aller. D'accord, je vais prendre une douche. Je t'appellerai plus tard. Et avant qu'Amélie ne puisse répondre, l'appel fut coupé. Amélie fixa l'écran de son téléphone avec un sentiment de vide. La conversation ne l'avait pas du tout rassurée. Au contraire, elle avait alimenté encore plus ses soupçons. Elle essaya de rappeler quelques heures plus tard, mais son appel fut refusé.
Peu de temps après, elle reçut un SMS de Julien. Désolé, ma chérie. Le réseau est terrible ici. Je te recontacterai plus tard. Mauvais réseau. Depuis quand y avait-il un mauvais réseau chez sa mère? N'avait-il pas installé une antenne relais près de la ville il y a seulement un mois? Le mensonge était trop évident, trop maladroit. Cette nuit-là, Amélie ne put dormir. Son esprit était rempli de toutes sortes de possibilités terribles. Elle se sentait comme une idiote ouvertement trompée. Pour en avoir le cœur net, elle essaya d'appeler le numéro de la sœur de Julien et de plusieurs de ses cousins. Le résultat fut nul. Personne ne répondit, comme s'ils s'étaient tous ligués pour l'isoler de la vérité. Le lendemain, l'anxiété se transforma en obsession. Amélie savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de certitudes. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir les réseaux sociaux, un acte désespéré qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire. Elle commença par le compte de Chloé, sa belle-sœur. Le compte était privé. Elle passa au compte de parents éloignés, faisant défiler sans fin leurs murs, à la recherche du moindre indice. Après près d'une heure de recherche infructueuse, elle était sur le point d'abandonner. Peut-être qu'elle exagérait vraiment. Peut-être qu'elle avait tort de soupçonner son propre mari. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à fermer son ordinateur portable, un nom attira son attention. Le compte d'un cousin éloigné de Julien qui vivait dans une autre ville. Amélie se souvint que ce cousin était très actif sur les réseaux sociaux. D'une main légèrement tremblante, elle ouvrit le profil du cousin. Son cœur fit un bond. La publication la plus récente, datant de seulement 30 minutes, était une photo. Ce n'était pas une photo d'une personne malade ou d'une atmosphère de deuil. C'était une photo d'un immense et magnifique bouquet de roses blanches et de lys. Le bouquet était posé sur une table avec une nappe en satin, et en arrière-plan, le décor d'un somptueux hôtel de mariage était visible. Amélie retint son souffle en lisant la légende. Les mots imprimés la giflèrent en plein visage. Félicitations pour votre nouvelle vie, Chloé et Marc. Puissiez-vous être une famille heureuse et bénie. Désolé de ne pas pouvoir être là, mais mes meilleurs vœux vous accompagnent, Chloé. Ce nom encore. Donc, son intuition était juste. La note du traiteur n'était pas vieille. Aujourd'hui, c'était le jour du mariage de Chloé, un mariage somptueux qu'il lui avait caché. Et qu'en était-il de la nouvelle selon laquelle Carole était gravement malade? Amélie sentit une vague de nausée. Tout était un mensonge. La maladie de sa belle-mère, l'inquiétude de son mari, tout cela faisait partie d'une grande mascarade, une farce délibérément conçue pour l'écarter. La colère, la douleur et l'humiliation bouillonnaient dans sa poitrine. Elle ne pleura pas. Ses larmes semblaient s'être figées sous une rage glaciale. C'était donc la raison pour laquelle elle ne pouvait pas y aller. C'était la raison pour laquelle tout le monde se taisait. Il ne voulait pas d'elle là-bas. Il la considérait indigne de faire partie du jour heureux de leur famille. Avec des doigts tremblants de rage, Amélie tapa le nom de l'organisateur de mariage dont le logo figurait sur la note du traiteur dans la barre de recherche d'Instagram. Le compte apparut instantanément et en haut de leur profil se trouvait un cercle coloré indiquant qu'ils diffusaient en direct. Amélie sentit que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. D'un simple clic, elle entra dans le direct et son monde s'effondra. Le monde d'Amélie se réduisit à l'écran de 6 pouces de son téléphone. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge, la laissant sans souffle. La diffusion en direct continuait sans pause, indifférente au fait qu'à des centaines de kilomètres de là, le monde d'une femme s'écroulait. La première chose qu'elle vit fut une salle de bal d'hôtel transformée en un jardin de contes de fées. Des milliers de roses blanches, de lys et d'orchidées pendaient à des lustres de cristal scintillant. Des tables rondes avec des nappes en soie étaient impeccablement dressées, entourées d'invités dans leurs plus belles robes et costumes de soirée. Un orchestre doux emplissait la salle d'une atmosphère de luxe qui poignardait le cœur d'Amélie. Ce n'était pas une fête de famille. C'était une déclaration d'opulence. La caméra balaya la mer de gens avant de se fixer finalement sur les mariés devant un hôtel magnifique. Il y avait Chloé, sa belle-sœur, ressemblant à une princesse de conte de fées. Sa robe était couverte de milliers de cristaux réfléchissant la lumière, et son sourire était large et heureux. À côté d'elle, Marc, son mari, était beau et élégant. Il riait, saluait les invités et posait pour les photos.
Il n'y avait aucune trace de tristesse. Puis les yeux d'Amélie cherchèrent son mari, sa belle-mère, qui était censée être clouée au lit et gravement malade. Il ne lui fallut pas longtemps pour les trouver. La caméra se concentra sur la rangée de membres de la famille debout près de l'autel, et là elle la vit, Carole, en bonne santé, radieuse et aussi hautaine que jamais, portait une robe de créateur sur mesure de couleur sauge couverte de paillettes scintillantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et des bijoux en or ornaient son cou et ses poignets. Son visage rayonnait de fierté alors qu'elle saluait les invités d'honneur, exhibant le succès du mariage de sa fille. Il n'y avait pas de perfusion, pas de visage pâle, aucun signe de quelqu'un qui venait de subir une crise de santé la veille. À côté de Carole se tenait Julien, son mari, l'homme qui l'avait embrassé ce matin même avec un mensonge. Julien ne portait pas la chemise froissée qu'il portait habituellement dans sa ville natale. Il était dans un costume sur mesure qui lui allait comme un gant. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et un sourire ne quittait jamais ses lèvres. Il avait l'air heureux, riant avec ses proches, tapotant le dos de ses amis. Il ressemblait exactement à un frère fier le jour du mariage de sa sœur, pas à un fils inquiet de la grave maladie de sa mère. En les voyant tous là, riant dans leur cercle exclusif de bonheur, Amélie sentit quelque chose se briser en elle. La douleur était insupportable. C'était la douleur de la plus profonde des trahisons. Elle n'avait pas seulement été non invitée. Son existence même avait été effacée sous le prétexte d'un mensonge cruel. Ils la considéraient si insignifiante, si gênante qu'ils avaient dû inventer un drame juste pour s'assurer qu'elle ne mettrait jamais les pieds à cette fête. À ce moment-là, comme si le destin voulait jeter de l'huile sur le feu qui consumait déjà son cœur, la caméra zooma sur Carole, qui discutait avec animation avec une femme d'âge mûr à l'allure sophistiquée. Le volume de la musique baissa légèrement, permettant à leur conversation d'être entendue assez clairement par le haut-parleur du téléphone d'Amélie. La fête est spectaculaire, Carole. Félicitations pour le mariage de Chloé, loua la femme. Carole rit. Son rire sonnait arrogant et satisfait. Merci, ma chère. Tu sais ce que c'est. En tant que parents, nous voulons donner le meilleur à nos enfants. Tout doit être parfait. Bien sûr. Et, au fait, où est la femme de Julien? Je ne l'ai pas vue de la soirée. Amélie retint son souffle. Son cœur s'arrêta, attendant la réponse qui déciderait du sort de son mariage. Carole fit claquer sa langue, agitant sa main en l'air comme pour chasser une mouche agaçante. Son expression s'aigrit légèrement, comme si elle parlait de quelque chose de désagréable. Oh, ne parle même pas d'elle, dit-elle d'un ton méprisant. Dieu merci, la femme de Julien n'est pas venue. Quelle honte, avec son allure de péquenaude. Elle nous aurait humiliés devant toute la famille. Les gens penseraient que nous laissons notre famille épouser n'importe qui. Mieux vaut qu'elle reste à la maison. Brisée. Ce mot n'était même pas suffisant pour décrire ce qu'Amélie ressentait. Le téléphone glissa de ses mains molles, heurtant le sol avec un bruit sourd qui brisa le silence de son appartement. Péquenaude. Nous auraient humiliés. Pas à leur niveau. Les mots résonnaient dans sa tête. Chaque syllabe ressemblait à un coup de fouet. C'était donc la vraie raison. C'était le verdict qu'ils avaient rendu sur elle depuis longtemps. À leurs yeux, elle n'était rien de plus qu'une honte à cacher. Toute sa gentillesse, tout son dévouement pendant 5 ans, tous ses efforts pour être une bonne belle-fille ne signifiaient rien. Face au statut et au prestige, Amélie n'était qu'une honteuse poussière. Les rires et la musique du direct, qui jouaient encore sur le sol, semblaient se moquer d'elle, rire de sa stupidité. Au milieu de la magnificence de cette fête, sa dignité avait été piétinée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Après la fin du direct, Amélie resta assise sur le sol pendant des heures. La maison silencieuse devint le témoin muet de la destruction de son cœur. Elle ne cria pas. Elle ne cassa rien. Elle resta simplement assise, laissant la douleur dévorer chaque cellule de son corps. Au début, elle ne ressentit qu'un vide paralysant. Son esprit était vide, son cœur engourdi. Mais lentement, ce vide commença à se remplir d'une vague écrasante de tristesse. Les larmes qu'elle avait retenues se libérèrent enfin. Elle pleura. Elle pleura sa bêtise d'avoir cru si aveuglément. Elle pleura pour les 5 années de sa vie qu'elle avait dédiées à l'homme qui avait conspiré avec sa famille pour l'humilier. Elle se traîna jusqu'à la chambre. Elle ouvrit son album de photos de mariage. Là, les visages d'elle et de Julien souriaient joyeusement, pleins d'espoir pour l'avenir.
Cette photo semblait maintenant une blague cruelle. Elle serra le cadre dans ses bras. Ses larmes mouillèrent le verre, brouillant les beaux souvenirs qui semblaient maintenant faux. Chaque coin de la maison qui lui semblait autrefois chaleureux lui rappelait maintenant le mensonge. Le canapé où ils regardaient la télévision ensemble, la cuisine où elle préparait toujours les plats préférés de Julien, le lit où ils partageaient leurs rêves. Tout semblait contaminé. Elle pleura jusqu'à ce que ses yeux soient gonflés et que sa voix se brise. Elle se laissa sombrer dans une mer de douleur, expulsant tout le poison de la trahison de son système. Cependant, alors que la nuit laissait place au jour, que les premiers rayons de soleil commençaient à filtrer à travers les fentes des rideaux, quelque chose changea en Amélie. Ses larmes cessèrent de couler. La tristesse brûlante se refroidit lentement, se cristallisant en autre chose, quelque chose de plus dur, de plus tranchant et de plus dangereux. Une colère froide et une détermination ardente. Elle regarda son reflet dans le miroir, bouffi, pâle et pathétique. Ce n'était pas elle. Elle n'était pas une victime. Elle ne les laisserait pas la transformer en une femme faible qui se résignait à son sort. Carole l'avait traitée de péquenaude. Julien la considérait comme une honte. Ils allaient voir de quoi la femme qu'ils avaient sous-estimée était capable. Une idée commença à se former dans son esprit. Une idée si audacieuse, si folle, qu'elle lui fit un peu peur. Mais cette peur fut rapidement surmontée par le désir de retrouver sa dignité. Elle n'irait pas à Aix-en-Provence pour les affronter. Ce serait trop facile, trop prévisible. Cela ne lui donnerait qu'une satisfaction momentanée et confirmerait leur image d'elle comme une femme dramatique. Non, la meilleure vengeance était de prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule et être heureuse sans eux, que son monde ne s'effondrerait pas simplement parce qu'ils ne l'avaient pas invitée à leur fête arrogante. Son esprit se concentra immédiatement sur la seule chose qui lui donnait de la force, son indépendance financière. Pendant tout ce temps, Julien avait toujours insisté pour que le salaire d'Amélie soit viré sur un compte joint. La raison semblait douce. Pour faciliter la gestion des finances familiales, ma chérie. Le compte avait été ouvert au nom d'Amélie, avec Julien comme utilisateur autorisé. Amélie, qui avait toujours fait confiance à son mari, avait accepté. Elle n'avait jamais réalisé que pendant tout ce temps, près de 90% du solde de ce compte provenait de son travail acharné, des primes et des heures supplémentaires qu'elle avait lentement accumulées. C'était cet argent qui, sans qu'elle le sache, avait financé le style de vie de Julien et aidé sa famille à Aix-en-Provence. C'était le pouvoir qu'elle ressentit en réalisant cela. Elle avait le contrôle. Avec des mains qui ne tremblaient plus, Amélie ouvrit son ordinateur portable et se connecta à l'application de sa banque. Son cœur battait la chamade en voyant la chaîne de chiffres du solde à l'écran. Une somme très importante, le fruit de sa sueur au fil des ans. Sans un instant d'hésitation, elle passa à l'action. Elle vira l'intégralité du solde du compte joint, ne laissant que le minimum, vers son compte bancaire personnel qu'elle avait ouvert bien avant de se marier, un compte secret que Julien n'avait jamais connu. En quelques secondes, la transaction fut terminée. Les fonds avaient été déplacés. Elle avait repris ce qui lui appartenait. Ensuite, elle ouvrit le site web d'une compagnie aérienne. Ses doigts dansèrent sur le clavier, tapant une destination qu'elle avait un jour mentionnée à Julien comme son rêve. Un rêve dont Julien s'était toujours moqué, disant que c'était trop cher et inutile. Rome, Italie. Elle trouva le prochain vol disponible pour le soir même. Le prix lui importait peu. Elle réserva un aller simple. Un aller simple. Une déclaration sans mots qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. Lorsque l'email de confirmation de réservation arriva dans sa boîte de réception, Amélie ressentit une vague de liberté écrasante. Le poids sur ses épaules sembla s'évanouir. Avant d'éteindre son ordinateur portable, elle fit une dernière chose. Elle envoya un SMS à sa meilleure amie. Laure, je laisse la clé de l'appartement sous le pot de fleurs près de la porte d'entrée. Je dois m'absenter un moment. Si mon mari me cherche, dis-lui que je suis parti retrouver la dignité que j'ai perdue. Le message fut envoyé. Elle ferma l'ordinateur portable. Le plan était en marche. Les larmes avaient séché, remplacées par un léger sourire rempli de la promesse d'un nouveau départ. Amélie agissait avec un calme glacial, une précision froide née d'un cœur brisé. Il n'y avait plus de doute. Elle ouvrit son grand placard. La plupart de son contenu était le reflet de la femme que Julien et sa famille attendaient d'elle, des vêtements simples, des chemisiers modestes aux couleurs neutres,
des jupes longues qu'elle avait achetées parce que Carole avait un jour commenté qu'une bonne belle-fille ne portait pas de jean. Elle regarda ses vêtements avec détachement, comme si elle regardait la garde-robe de quelqu'un d'autre. Sa main ignora tout cela, pour atteindre le fond du placard, où elle gardait sa véritable identité, quelques robes qu'elle avait achetées avec son propre argent mais rarement portées, un jean qui lui allait parfaitement et plusieurs chemisiers modernes qu'elle avait cachés. C'est ce qu'elle emporterait. Elle ne faisait pas seulement une valise. Elle organisait sa vie. Elle rassembla son diplôme universitaire, son acte de naissance et d'autres documents importants, les plaçant dans un dossier étanche. Elle prit son ordinateur portable, son arme pour le travail et l'indépendance. Elle prit également un petit cadre photo de sa table de chevet, une photo d'elle riant avec ses défunts parents. C'était sa véritable source de force. Puis ses yeux tombèrent sur la boîte à bijoux sur sa commode. À l'intérieur se trouvaient plusieurs colliers et bracelets en or que Julien lui avait offerts au début de leur mariage. Elle les considérait autrefois comme des signes d'amour. Maintenant, elle les voyait comme des chaînes, un moyen de la faire se sentir liée et redevable. Elle ferma la boîte. Elle ne les prendrait pas. Elle ne voulait rien emporter qui ressemblait à une attache. Ses pas la menèrent au miroir en pied. Là, à son annulaire gauche, se trouvait encore une alliance en or blanc avec un petit diamant au centre. Elle leva la main, se souvenant du jour de son mariage, des vœux sacrés que Julien avait prononcés. Le regard rempli d'un amour qui s'était avéré faux. Et le moment où cette bague glissa à son doigt comme un symbole de leur union. Ce symbole ressemblait maintenant à une marque de propriété, un signe l'identifiant comme la propriété de la famille de Julien. D'un mouvement lent et délibéré, elle retira la bague. La peau en dessous semblait pâle et étrange, une marque de l'union qui avait duré 5 ans. Son doigt semblait maintenant léger, libre. Elle ne jeta pas la bague. La colère explosive n'était pas son style. Elle la posa soigneusement sur la commode, juste à côté de la photo de mariage encadrée en argent. Puis elle prit le cadre et le retourna calmement face contre table, cachant les sourires heureux de 2 personnes qui étaient maintenant des étrangers. Le message était clair. Ce mariage était terminé. Sa grande valise était maintenant pleine. Elle la traîna jusqu'au salon, s'arrêtant un instant dans l'embrasure de la porte. Elle regarda chaque coin de cet appartement pour la dernière fois. Le canapé moelleux, où elle s'endormait souvent en attendant que Julien rentre tard du travail. La cuisine immaculée où elle expérimentait de nouvelles recettes pour plaire à son mari. Les murs qu'elle avait peints elle-même dans sa couleur crème préférée. Cette maison avait été construite avec son amour et ses espoirs. La quitter, c'était comme s'arracher la moitié de son âme, mais elle savait que l'âme qui restait repousserait plus forte qu'avant. Elle écrivit une brève note pour Laure, son amie, et la laissa sur la table de la salle à manger. Puis elle sortit, fermant la porte derrière elle sans se retourner. Elle glissa la clé de l'appartement sous un grand pot de fleurs sur le palier, exactement comme elle l'avait dit alors. Un taxi qu'elle avait appelé arriva rapidement. Le chauffeur l'aida à mettre la valise dans le coffre. Pendant le trajet vers l'aéroport, Amélie resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Les lumières scintillantes de la ville semblaient lui faire leurs adieux. Son esprit n'était plus rempli de colère ou de tristesse, mais d'une anticipation palpitante. Elle se sentait comme une fugitive qui avait réussi à s'échapper de prison, courant vers un nouveau monde qu'elle n'avait jamais connu. Il y avait de la peur, bien sûr, la peur de la solitude, la peur de l'incertitude, mais cette peur était bien meilleure que la douleur d'être humiliée et rabaissée. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle l'accueillit avec une agitation qui contrastait avec le calme de son cœur. Les gens se précipitaient vers leur vol. Des familles s'embrassaient en adieu et en retrouvailles. Amélie marchait seule dans la foule, mais elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait entière pour la première fois depuis longtemps, n'ayant qu'à penser à elle-même. L'enregistrement et le contrôle de sécurité se déroulèrent sans encombre. Chaque étape ressemblait à un rituel qui l'éloignait de plus en plus de son passé. Lorsque l'agent de la PAF tamponna son passeport, elle eut l'impression d'avoir reçu une autorisation officielle pour commencer une nouvelle vie. Elle attendit dans la salle d'embarquement, regardant les avions géants arriver et partir. Lorsque l'embarquement pour son vol vers Rome fut annoncé, Amélie se leva et marcha d'un pas vers la porte. À l'intérieur de l'avion, elle avait un siège côté hublot. Elle rangea son sac, s'assit et boucla sa ceinture de sécurité. C'était le moment, le point de non-retour. L'avion commença à se déplacer lentement,
puis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il décolle finalement de la piste avec un rugissement puissant de ses moteurs. Amélie sentit son corps pressé contre le dossier du siège et colla son visage au hublot. Elle regarda les lumières vives de Paris devenir de plus en plus petites en dessous d'elle, se transformant en de magnifiques points lumineux avant d'être finalement avalés par l'obscurité de la nuit. Au-dessus des nuages, le ciel était sombre et clair, orné de millions d'étoiles qui semblaient l'accueillir. À 10 000 mètres d'altitude, lorsque le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit, Amélie sortit son téléphone, l'ouvrit et alla dans sa liste de contacts. Elle trouva le nom « Mon mari ». Son doigt survola le nom un instant. Puis, sans hésitation, elle appuya sur le bouton de blocage. Une notification de confirmation apparut. Elle la tapa. Fait. Puis elle chercha le nom « Belle-mère Carole ». Bloqué. Belle-sœur Chloé. Bloqué. Un par un, elle coupa tous les ponts numériques qui la reliaient à cette famille. Elle nettoya sa vie de leur poison. Quand elle eut fini, elle passa en mode avion. Elle se pencha en arrière dans son siège, ferma les yeux et, pour la première fois en 2 jours, elle ressentit la paix. Dehors, l'avion continuait de fendre la nuit, l'emportant vers la liberté. L'air qui accueillit Amélie à sa sortie de l'aéroport de Fiumicino était une rafale de vent frais qui la glaça jusqu'aux os. L'automne romain l'enveloppa. Bien que son corps tremblât légèrement, son cœur ressentit une immense chaleur. C'était l'air de la liberté. Autour d'elle, les panneaux étaient écrits dans un italien qu'elle comprenait à peine. Les gens parlaient dans une langue étrangère à ses oreilles. Elle était complètement seule dans un pays étranger. Ce sentiment, loin de l'effrayer, était incroyablement exaltant. Amélie ne choisit pas de séjourner dans un hôtel touristique bondé. Elle avait réservé via une application un petit studio propre et moderne dans le quartier du Trastevere, un quartier plus calme, célèbre pour ses cafés uniques et son atmosphère bohème. Elle voulait vivre comme une habitante, pas comme une touriste en fuite. Après un trajet en taxi silencieux, où elle ne pouvait communiquer avec le chauffeur que par le biais d'une application de traduction, elle arriva enfin à son appartement. L'espace était petit, mais il avait tout ce dont elle avait besoin, un lit confortable, une petite cuisine et une grande fenêtre donnant sur une rue calme. C'était son palais, son nouveau royaume. Les premiers jours à Rome furent consacrés à l'adaptation et aux petites victoires. Aller au supermarché pour la première fois fut une aventure. Elle parcourut des allées remplies de produits inconnus, essayant de lire les étiquettes à l'aide d'une application, et réussit à acheter les ingrédients pour cuisiner son premier plat de pâtes, cassio e pepe. Manger seule dans une petite trattoria, commander une assiette chaude de carbonara et la savourer sans que personne ne la dérange, lui parut incroyablement paisible. Chaque petite tâche qu'elle réussissait à accomplir seule, acheter un pass de transport, déchiffrer les itinéraires du métro, commander un café dans un italien hésitant ressemblait à un exploit majeur qui reconstruisait la confiance en soi qu'elle avait perdue depuis longtemps. Elle réalisa que la veste qu'elle avait apportée de Paris n'était pas assez chaude pour les nuits fraîches romaines. C'était une opportunité, une chance de se défaire de la vieille image qui lui avait été attachée. Elle se rendit dans un centre commercial sur la Via del Corso. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur un long manteau couleur camel en laine de cachemire. Le manteau avait l'air élégant, chaud et cher. Auparavant, elle n'aurait jamais osé l'acheter. Julien se serait plaint de l'extravagance, et Carole l'aurait critiqué pour s'habiller au-dessus de sa condition. Mais l'Amélie d'aujourd'hui était différente. Elle entra dans le magasin, essaya le manteau et se regarda dans le miroir. La femme dans le miroir avait l'air confiante, élégante et classe. Sans une seconde de réflexion, elle l'emmena à la caisse et le paya avec son propre argent. Porteur ce nouveau manteau, c'était comme enfiler une armure, une nouvelle identité qu'elle avait choisie pour elle-même. Le lendemain, elle se rendit dans un salon de coiffure et coupa ses longs cheveux en un carré aux épaules, plus frais et plus moderne. L'ancienne Amélie était morte, et maintenant elle renaissait. Un matin, environ une semaine après son arrivée, Amélie se réveilla dans un silence étrange. Le bruit de la circulation qu'elle entendait habituellement faiblement avait disparu. Elle se leva du lit et ouvrit les rideaux. La vue qui l'accueillit lui coupa le souffle. Un soleil radieux baignait la ville, teignant les toits d'une couleur dorée magique. Les rues étaient ornées de feuilles mortes aux tons ocre et rouges. La beauté était si surréaliste, si magique. Pour elle, cet automne doré était un symbole, une page blanche, une opportunité de réécrire son histoire. Elle ne put résister.
Après s'être préparé un chocolat chaud, elle enfila son nouveau manteau, ses bottes et une écharpe. Elle sortit dans la rue, sentant la douce brise d'automne sur son visage. Le petit parc près de son appartement s'était transformé en un paradis automnal. Des enfants riaient en jouant parmi les feuilles, et quelques couples se promenaient main dans la main. Amélie marchait seule, mais elle ne ressentait pas d'envie. Elle ressentait la paix. Elle se tint sous un arbre dont les branches étaient presque nues. Elle se sentait si heureuse, si libre, si vivante, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Elle voulait capturer ce moment, non pas pour les autres, mais pour elle-même, comme un rappel qu'elle pouvait trouver le bonheur au milieu de la froideur de son monde. Elle vit une touriste prendre des photos du paysage et lui demanda gentiment son aide. « Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît » dit-elle en anglais avec un sourire. Elle se positionna au milieu du parc avec le parfait décor d'automne. Elle ne posa pas de manière triste ou mélancolique. Elle sourit du sourire le plus sincère qu'elle ait jamais offert. Un sourire qui venait directement de son cœur désormais léger. Un sourire de victoire, de liberté et d'espoir. De retour dans son appartement chaleureux, elle regarda la photo sur l'écran de son téléphone. La femme sur la photo était si différente de celle qui pleurait sur le sol de son appartement quelques jours plus tôt. La femme sur la photo était forte. La femme sur la photo était heureuse. Elle ressentit une impulsion. Elle ouvrit son compte Instagram, qu'elle avait toujours gardé privé. Elle changea le paramètre en public, puis téléchargea la photo. La photo d'elle radieuse au milieu du paysage automnal. Elle réfléchit un instant à la légende. Aucun mot de ressentiment ou de colère n'était nécessaire. Sa dignité était trop grande pour cela. Elle avait juste besoin d'exprimer sa vérité. Elle écrivit une phrase simple qui résumait tout. Trouver de la chaleur au cœur de l'automne. Un nouveau chapitre commence. D'un simple clic, la photo fut mise en ligne dans le monde virtuel. Elle laissa son téléphone sur la table, face contre table. Elle ne se souciait pas du nombre de likes ou de commentaires. Elle avait déjà atteint ce qu'elle voulait, une affirmation pour elle-même. Elle se retourna, regarda par la fenêtre le soleil qui continuait de briller doucement, et prit une gorgée de son chocolat chaud. Elle se sentait en paix, ignorant qu'à des milliers de kilomètres de là, cette simple publication avait atterri comme une bombe, prête à faire exploser un mariage et à dévaster le monde de ceux qui l'avaient trahi. Dans la scintillante salle de bal de l'hôtel, le mariage de Chloé battait son plein. Carole se tenait élégamment près de l'autel, un sourire de victoire permanent aux lèvres. Elle acceptait chaque compliment des invités le menton haut, comme si tout ce luxe était la preuve tangible du statut et de la dignité de sa famille. Julien, non loin de là, jouait son rôle de frère parfait, saluant ses amis, riant à des blagues sans saveur et s'assurant que tous les parents importants se sentaient pris en compte. Tout se déroulait selon le plan. Tout était parfait. Dans leur bulle de faux bonheur, Amélie n'était qu'un détail mineur qu'ils avaient réussi à écarter. Un problème résolu. Ils ne savaient pas que ce problème venait de se transformer en désastre. La petite apocalypse ne commença pas par une explosion, mais par un murmure. Une jeune cousine, s'ennuyant pendant la cérémonie, ouvrit Instagram pour naviguer. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une publication d'un compte qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont la photo de profil était un visage très familier, Amélie. La photo était apparue dans son fil d'exploration, peut-être parce que certains amis d'Amélie, qu'elle connaissait également, l'avaient aimée. La photo d'une femme souriant dans un parc automnal avec une légende brève mais poignante. Sans réfléchir, elle donna un coup de coude à la tante assise à côté d'elle. « Tati, regarde. C'est la femme de Julien », chuchota-t-elle. Le téléphone changea de main. Les yeux de la tante s'écarquillèrent et elle le passa rapidement à un autre parent à la même table. En quelques minutes, la publication d'Amélie se propagea de table en table comme une peste numérique. Le bourdonnement festif de la fête devint lentement contaminé par des rumeurs. Les rires des invités commencèrent à sonner faux. Des regards furtifs commencèrent à être dirigés vers la famille proche qui était encore dans l'ignorance. L'atmosphère festive, auparavant chaleureuse, commença à se refroidir, chargée d'une tension étrange. Une tante du côté du marié, qui n'avait jamais aimé l'arrogance de Carole, y vit une occasion en or. Avec un sourire doux et venimeux, elle s'approcha de Carole, qui se vantait du prix de la robe de mariée de sa fille. « Carole, ma chère, félicitations. L'événement est magnifique », commença-t-elle poliment. « Oh,
Au fait, comme c'est charmant de voir votre belle-fille, Amélie, en vacances. Quelle merveille de pouvoir voyager à l'étranger, et en Italie, qui plus est. Julien a tellement de chance d'avoir une femme aussi indépendante. Carole fronça les sourcils, ne comprenant pas. En vacances? Amélie est à la maison. Vous devez vous tromper. Oh, vraiment? La tante sortit son téléphone avec un geste répété. Eh bien, regardez, elle vient de poster cette photo il y a 1 heure. Elle est magnifique, ma chère. Je l'ai à peine reconnue. Elle fourra le téléphone sous le nez de Carole. Pendant un instant, Carole fixa l'écran, confuse. Puis, ses yeux se figèrent. Elle vit le visage d'Amélie, souriant radieusement sur fond de paysage automnal étranger. Elle vit l'élégant manteau couleur camel. Elle lut la légende. Un nouveau chapitre commence. Le visage auparavant rayonnant de Carole devint cendré. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de choc qui se transforma rapidement en fureur. Julien, viens ici, siffla-t-elle sèchement, la voix tremblante. Julien, qui était en pleine conversation, se retourna et s'approcha de sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Regarde ça. Carole lui tendit le téléphone. Julien vit la photo. Il vit le sourire d'Amélie, un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire doux et soumis qu'il obtenait habituellement à la maison. C'était le sourire d'une femme libre. La légende était une gifle en plein visage. Que signifiait un nouveau chapitre? La panique commença à l'envahir. Comment Amélie pouvait-elle être à Rome? Quand était-elle partie? Avec l'argent de qui? Alors que l'esprit de Julien était en ébullition et qu'une sueur froide commençait à perler sur son front, un autre problème beaucoup plus urgent se présenta. Une femme à l'allure professionnelle avec un badge indiquant « directrice de l'événement » s'approcha de lui avec un sourire crispé. « Bonsoir, monsieur Julien. Je suis désolé de vous déranger, dit-elle poliment, mais son regard était perçant. Conformément à notre contrat, je voulais juste confirmer le paiement des 50% restants. Notre équipe financière est prête dans la pièce du fond. » Julien, l'esprit encore embrouillé par la photo d'Amélie, tenta de l'écarter. « Plus tard, s'il vous plaît. L'événement n'est pas encore terminé. » Je suis désolé, monsieur. Selon la procédure, le paiement doit être effectué avant la fin de l'événement à 22 heures. Il est déjà plus de 21 heures, insista la femme d'une voix basse mais ferme. Carole, qui avait entendu la conversation, donna un coup de coude à Julien. Finis-en tout de suite. Ne nous donne pas en spectacle, chuchota-t-elle furieusement. Avec un mélange de panique, de colère et d'humiliation d'être interpellé au milieu de la fête, Julien marcha d'un pas lourd, suivant la directrice jusqu'à une table de paiement improvisée dans un coin de la salle. Les yeux de plusieurs invités étaient maintenant fixés sur lui. Il sortit sa carte de débit de son portefeuille avec un geste arrogant, essayant de sauver le peu de dignité qui lui restait. « Tenez, dit-il en tendant la carte. » L'assistante passa la carte dans le terminal. Quelques secondes plus tard, la machine émit un bip doux et un terrible texte rouge apparut sur son écran. Transaction refusée. Silence. L'assistante regarda Julien, mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur, elle a été refusée. Ce doit être la connexion. » Essayez encore, dit Julien, le cœur commençant à battre la chamade. Elle essaya de nouveau, avec le même résultat. Il doit y avoir un problème avec la machine, s'excusa Julien, sa voix commençant à trembler. Il essaya de rire, mais seul un son sec et étrange sortit. Je vais juste faire un virement depuis mon téléphone. Devant la directrice, qui le regardait maintenant avec suspicion, Julien ouvrit l'application bancaire sur son téléphone. Ses doigts étaient raides. Il entra son mot de passe et l'application s'ouvrit. Il tapa sur le menu pour vérifier le solde et lorsque le chiffre apparut, il sentit son souffle se couper. Sa vision se brouilla. Le nombre à l'écran était absurde. 14,82 €. 4 chiffres, pas les 6 qui auraient dû être là. Des dizaines de milliers d'euros. Le fruit du travail acharné d'Amélie pendant des années, qu'il considérait comme le sien, avait disparu. Les mains tremblantes, il ouvrit l'historique des transactions. Là, sur la première ligne, se trouvait une transaction effectuée l'après-midi précédent.
Un virement d'un montant gigantesque vers un autre compte bancaire. Il ne reconnaissait pas le numéro de compte, mais le nom du titulaire était clairement écrit. Amélie Garcia. La réalité le frappa comme un train de marchandises. Amélie n'était pas seulement partie pour le contrarier. Elle l'avait planifié. Elle avait repris jusqu'au dernier centime de son argent. L'argent qu'il était censé utiliser pour payer le reste du mariage de sa sœur. L'argent qui était le fondement de tout le luxe et l'arrogance de sa famille ce soir-là. Julien leva les yeux de l'écran de son téléphone. Devant lui, la directrice attendait avec impatience. Autour de lui, les chuchotements des invités se faisaient plus forts, et dans son esprit, l'image du visage souriant d'Amélie à Rome ne cessait de se rejouer. Il était piégé, socialement brisé et maintenant financièrement ruiné. D'un seul coup, au milieu de la fête la plus somptueuse que sa famille ait jamais organisée, il venait de réaliser qu'il était fauché. Le silence dans ce coin de la salle de bal était si épais qu'il semblait isoler Julien des festivités en cours. Il resta figé, le regard perdu sur le solde bancaire de l'écran de son téléphone. La directrice de l'événement qui se tenait devant lui perdait patience. Son sourire professionnel avait disparu, remplacé par une expression rigide et froide. « Alors, quel est le plan, monsieur Julien ? Nous devons régler les comptes ce soir, insista-t-elle, sa voix n'étant plus amicale. Julien ne pouvait pas répondre. Sa bouche était sèche, sa langue collée à son palais. Que pouvait-il dire ? Qu'il n'avait pas d'argent ? Que sa fortune venait de lui être enlevée par la femme qu'il considérait comme une péquenaude ? Carole, dont l'instinct lui disait que quelque chose n'allait pas du tout, se précipita. Son visage était rouge de colère et d'embarras. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pourquoi prends-tu autant de temps ? Pella, c'est tout. Ne transforme pas notre famille en spectacle, siffla Carole, sa voix basse mais empreinte de tension. Elle arracha le téléphone des mains de Julien, voulant voir ce qui faisait que son fils agissait comme un idiot. Ses yeux allèrent directement à l'écran de l'application bancaire. Elle vit le solde pathétique. Un instant, elle ne comprit pas. Puis elle vit l'historique des transactions. Elle y vit le nom d'Amélie. Le visage de Carole passa du rouge à un blanc mortel. Elle vacilla légèrement, comme si elle venait de recevoir un coup dévastateur à l'estomac. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle faiblement. Puis elle regarda Julien, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa colère éclata de manière incontrôlable. « Espèce d'idiot ! Que as-tu fait ? Pourquoi tout ton argent était-il entre ses mains ? Pourquoi ne peux-tu pas contrôler ta propre femme » hurla-t-elle, oubliant qu'ils étaient au milieu d'une foule. Le cri fit immédiatement taire la musique. Tous les yeux dans la salle se tournèrent vers eux. Le drame, qui n'était que chuchotement, venait de devenir l'événement principal. Les invités cessèrent de manger, de parler et regardèrent avec une fascination morbide la chute de cette famille honorable. La nouvelle du non-paiement se répandit comme une traînée de poudre en coulisses. La directrice de l'événement fit signe à son équipe. Un par un, les représentants des autres fournisseurs commencèrent à approcher la famille. Le propriétaire costaud du service traiteur, le directeur des décorations au visage sévère, même le responsable du système de sonorisation, formèrent un demi-cercle autour de la famille de Julien comme une meute de loups acculant sa proie. La fête magnifique s'était transformée en un procès public. « Excusez-moi, Madame Carole, Monsieur Julien, nous devons également recevoir notre paiement final. Mes employés doivent être payés ce soir, dit le traiteur d'un ton menaçant. Exactement. Ces fleurs importées ne se paient pas avec des promesses, ajouta le décorateur. La famille était complètement acculée. Le père de Julien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, tenta de calmer le jeu. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Bien sûr que nous allons payer. Donnez-nous juste un peu de temps. Le contrat dit ce soir, le coupa cyniquement le traiteur. Si vous ne payez pas, nous arrêtons le service tout de suite. Pas de dessert, pas de café, menaça-t-il à voix haute, s'assurant que tous les invités pouvaient l'entendre. Cette menace fut le comble de l'humiliation. Les invités se mirent à chuchoter encore plus fort. Certains sortirent même effrontément leur téléphone pour enregistrer la honte qui se déroulait. Chloé, la mariée, descendit en courant de l'hôtel. Sa robe luxueuse ressemblait maintenant à un costume d'un spectacle raté. Son visage était trempé de larmes. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi est-ce que ça arrive, sanglota TL. Au milieu de son désespoir, Carole fit quelque chose dont toutes les personnes présentes se souviendraient ce soir-là. Les mains tremblantes de rage et d'une honte insupportable, elle détacha l'ostentatoire collier en or qu'elle arborait. Le bijou, qui était le symbole de son statut, elle le tendit au traiteur. Prenez ceci en garantie. Sa valeur est plus que suffisante pour couvrir ce que nous vous devons, cracha TL. L'image d'une matriarche de la haute société forcée de donner ses bijoux pour payer une dette devant des centaines d'invités était un drame trop juteux pour être manqué. Les flashs des téléphones portables crépitèrent de partout, immortalisant le moment de la chute de Carole. La dignité qu'elle avait construite et protégée pendant des années vola en éclats en un instant. La fête se termina dans le chaos. Les invités partirent précipitamment, non par sympathie, mais pour être les premiers à répandre la nouvelle la plus croustillante de la soirée. Ils repartirent le ventre plein et avec assez de matière à potin pour un mois. 1 heure plus tard, la salle de bal autrefois étincelante était vide. Seuls les membres de la famille de Julien, Carole, son père et Chloé, restaient, debout au milieu des décorations somptueuses qui ressemblaient maintenant à un monument à leur échec, entourés de créanciers impassibles. Le silence inconfortable fut finalement rompu par l'explosion de rage de Carole, dirigée une fois de plus contre Julien. « Tout est de ta faute. La faute de cette péquenaude que tu as choisie. Je t'avais dit depuis le début de ne pas l'épouser. Regarde ce qui s'est passé. » « Ce n'est pas la faute d'Amélie, maman, rétorqua Julien, sa voix sortant enfin, rauque de désespoir. C'est de notre faute. Ta faute pour l'avoir toujours humiliée. Ma faute pour avoir été trop lâche pour la défendre. Nous l'avons poussée à bout. Comment oses-tu blâmer ta mère ? Le père de Julien, qui n'avait subi la honte qu'en silence, rugit enfin d'une voix de tonnerre qui les choqua tous. Assez. Vous êtes tous les deux pareils. Ton arrogance, Carole, et ta stupidité, Julien, ont détruit le nom de cette famille. Maintenant, trouvez comment nous allons payer toutes ces dettes. Le mariage, conçu pour être le summum de leur réussite sociale, était devenu la pierre tombale de leur réputation. Ils n'étaient pas seulement en faillite financière, mais aussi socialement, piégés dans la honte, entourés de dettes. Et maintenant, la famille dont ils s'étaient tant vantés commençait à se blâmer mutuellement, se fissurant de l'intérieur. Le trajet de retour d'Aix-en-Provence à Paris fut pour Julien comme un voyage vers l'échafaud. La voiture filait dans la nuit, mais son esprit n'était pas sur la route. Il était piégé dans la salle de bal de l'hôtel, maintenant un monument à la honte de sa famille. Dans les regards cyniques des invités et dans le solde nul de son compte bancaire. Pendant tout le trajet, il essaya sans relâche de contacter Amélie. Il utilisa son téléphone, celui de son père. Il s'arrêta même à une station-service pour emprunter un téléphone. Le résultat était toujours le même. L'appel n'aboutissait pas. Le message n'était pas délivré. Amélie avait construit une forteresse numérique impénétrable. C'était comme crier dans le vide, et le désespoir commença à l'étouffer. Quand sa voiture entra enfin dans son quartier du Marais à l'aube, un petit espoir irrationnel germa dans son esprit. Peut-être que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Peut-être qu'en ouvrant la porte, il trouverait Amélie endormie sur le canapé, l'attendant. Peut-être qu'il y avait une explication logique à tout cela. Cet espoir vola en éclats au moment où il franchit le seuil. L'appartement semblait différent. Pas seulement calme, mais vide, creux. L'air à l'intérieur était froid et vicié, pas comme d'habitude, toujours chaud et parfumé de l'arôme de la nourriture ou du désodorisant préféré d'Amélie. Les chaussons d'Amélie, qui était habituellement bien rangé près de la porte, avait disparu. Son sac de travail n'était pas sur la table. Il n'y avait aucune trace de sa vie. L'appartement n'était plus qu'un bâtiment avec des meubles, plus un foyer. D'un pas lourd, Julien traversa chaque pièce comme lors d'une visite dans un musée de souvenirs amers. La cuisine étincelante semblait stérile. Il n'y avait plus de petits mots qu'Amélie avait l'habitude de coller sur la porte du réfrigérateur. Le salon était rangé, trop rangé. Les coussins du canapé étaient disposés de manière rigide, comme si personne ne les avait touchés depuis des jours. Son cœur battit plus vite alors qu'il montait les escaliers vers leur chambre. La porte de la chambre était ouverte. Ce qu'il vit à l'intérieur fut la confirmation finale de toutes ses craintes. Le placard était légèrement entrouvert, et il pouvait clairement voir que le côté d'Amélie était complètement vide. Seuls des cintres vides restaient. Son côté était encore intact,
mais il semblait maintenant étrange, solitaire. Ses yeux se portèrent sur la commode, et là il le vit. L'image qui détruisit ce qui restait de son cœur. Une alliance en or blanc reposait sur la surface froide en bois. À côté, le cadre en argent avec leur photo de mariage était retourné. Julien s'approcha comme un somnambule. Sa main tremblante ramassa la bague. Elle était froide et morte. Elle n'avait plus la chaleur du doigt d'Amélie qu'elle entourait autrefois. D'un geste hésitant, il retourna le cadre photo. Le visage d'Amélie sur la photo le regardait, souriant avec sincérité et amour. Le sourire d'une femme qui l'avait trahi de la manière la plus cruelle. Un regret écrasant le frappa, lui rendant la respiration difficile. Il s'effondra sur le bord du lit, enfouissant son visage dans ses mains. Les sanglots contenus éclatèrent enfin, remplissant la pièce silencieuse. Les jours suivants furent un enfer. Julien vivait comme un fantôme dans sa propre maison. Il ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il essayait juste de contacter Amélie et tous ses amis, sans obtenir de réponse. La honte du mariage le suivit jusqu'à la ville. Certains collègues, qui étaient aussi des parents éloignés, commencèrent à garder leur distance. Les ragots s'étaient répandus. Les coûts financiers suivirent bientôt. Son téléphone sonnait sans cesse. Ce n'était pas Amélie, mais la banque et les sociétés de cartes de crédit. Les paiements automatiques pour ces cartes, qu'il utilisait pour régaler ses amis et acheter des cadeaux à sa famille, furent tous refusés. La pile de factures qu'il ignorait normalement, sachant que le salaire d'Amélie s'en occuperait, ressemblait maintenant à une montagne de monstres en papier prêts à le dévorer. Il réalisa qu'il avait vécu dans une illusion de stabilité. Amélie n'était pas seulement sa femme. Elle était l'épine dorsale financière qui soutenait tout son style de vie. Et maintenant, cette épine dorsale avait disparu. Exactement une semaine après son retour, alors qu'il était assis à ruminer sur le palier poussiéreux, un coursier lui livra une grande enveloppe brune. Son cœur battait la chamade. Serait-ce une lettre d'Amélie? Une explication, des excuses? Les mains tremblantes, il signa pour la livraison et déchira avidement l'enveloppe. Son contenu n'était pas une lettre d'amour ou une explication. C'étaient des feuilles de papier officielles, froides et rigides. En haut de la première page, en caractères gras, on pouvait lire « Convocation à l'audience initiale dès la requête en divorce ». En dessous, son nom en tant que défendeur et Amélie Garcia en tant que demanderesse. Le tribunal aux affaires familiales avait déjà fixé une date. Tout semblait si final, si irrévocable. Alors qu'il sortait tout le contenu de l'enveloppe, un petit objet tomba sur ses genoux. Un livret d'épargne. Un livret personnel au nom d'Amélie dont il ignorait l'existence. Il l'ouvrit et vit un historique de transactions impeccable. Puis une petite note pliée glissa de la dernière page. L'écriture soignée et ferme d'Amélie y était gravée. Merci d'avoir géré les fruits de mon travail pendant tout ce temps. Maintenant, profite des fruits du tien. Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse, juste une déclaration de fait froide et perçante. C'était le coup de grâce, un échec et mat parfait. Julien sentit toute sa force l'abandonner. Il glissa de la chaise, tombant à genoux sur le sol froid du palier. La convocation au tribunal et la petite note étaient éparpillées autour de lui. Il avait tout perdu. Sa femme, sa dignité et son avenir, tout cela à cause de sa propre stupidité et de son arrogance. 6 mois plus tard, le temps avait séparé deux mondes qui étaient autrefois unis. Dans un immeuble de bureaux moderne au cœur de la Défense, Amélie se tenait devant un tableau blanc, expliquant avec enthousiasme son concept d'entreprise. Son nouveau bureau n'était pas grand, mais il était lumineux et rempli d'énergie positive. Sur le mur était accroché le logo de l'entreprise qu'elle avait créée de toutes pièces, Esprit Libre Voyage, avec le slogan « Émanciper les femmes, un voyage à la fois ». L'apparence d'Amélie avait complètement changé. Ses cheveux, maintenant coupés de manière chic, encadraient un visage plus lumineux et plus déterminé. Elle portait un tailleur pantalon bleu qui lui donnait une allure professionnelle et élégante. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il n'y avait plus de doute ou d'insécurité, seulement une lueur d'intelligence, de confiance et de sérénité. Son entreprise de voyage, spécialisée dans les voyageuses en solo, avait connu un succès fulgurant. Elle ne vendait pas seulement des forfaits touristiques. Elle vendait des expériences, du courage et de l'indépendance. Elle était devenue une inspiration,
la preuve vivante qu'une femme pouvait reconstruire son monde à partir de ruines et le transformer en un royaume encore plus magnifique. Pendant ce temps, dans un autre monde qui semblait très lointain, la famille de Julien payait le prix de ses actes. Pour couvrir la dette croissante du mariage de Chloé, ils furent contraints de vendre la maison familiale d'Aix-en-Provence, une honte qui devint le sujet de conversation de la ville. Carole, autrefois si respectée pour son statut social, était maintenant une vieille femme sombre et pleine de remords. Elle s'enfermait dans une petite maison de location, n'osant pas sortir et affronter les regards cyniques de ses voisins. Le mariage de Chloé n'était pas aussi beau que sa robe non plus. Il avait commencé par un scandale et des dettes, et leur foyer était rempli de disputes, d'autant plus que la famille de Marc ne cessait de rappeler et de dénigrer la chute de sa famille. Le sort de Julien était le plus tragique. La pression du divorce et la ruine financière lui firent perdre sa concentration au travail. Après plusieurs avertissements, il fut finalement licencié. Il dut vendre sa voiture pour couvrir une partie de ses dettes de carte de crédit. Maintenant, l'homme qui avait toujours été impeccablement habillé travaillait comme serveur à temps partiel dans un hôtel 5 étoiles, un emploi qu'il avait obtenu grâce à la compassion d'un vieil ami. Il vivait dans une minuscule chambre d'une pension en banlieue. Chaque jour, il était tourmenté par l'image d'Amélie et un regret infini. Le destin, avec son sens de l'ironie, finit par réunir ces deux mondes. Amélie célébrait le lancement de son forfait de voyage de printemps dans un café élégant du hall de l'hôtel où travaillait Julien. Elle était le centre de l'attention, entourée de blogueurs de voyage et de journalistes de magazines féminins. Elle riait, répondait intelligemment aux questions et dégageait une aura de succès irrésistible. Julien, dans son uniforme noir et blanc mal ajusté, était de service dans cette zone. Son travail consistait à s'assurer que les verres d'eau des clients étaient toujours pleins et que les assiettes sales étaient rapidement débarrassées. Quand il vit Amélie pour la première fois depuis si longtemps, il eut l'impression que tout l'air avait été chassé de ses poumons. Cette femme, celle qui lui préparait le petit déjeuner, celle qu'il considérait comme une péquenaude, était maintenant assise là, brillant comme une étoile inaccessible. Elle était si belle, si majestueuse, si éloignée de son monde actuel. Une honte et une douleur immense le consumèrent. Il fit de son mieux pour passer inaperçu, se déplaçant entre les tables comme une ombre, la tête baissée. Mais alors qu'il allait ramasser un plateau de verre sale près de la table où Amélie était interviewée, ses mains nerveuses tremblèrent soudainement. Crash! Le plateau tomba avec un fracas assourdissant, brisant plusieurs verres et renversant leur contenu sur le sol. Le bruit fit se retourner tout le monde, y compris Amélie. Pendant une fraction de seconde qui parut une éternité, leurs regards se croisèrent. Julien regarda Amélie avec une expression chargée d'un million de sentiments, une onde brûlante, un regret profond et un désir douloureux pour la vie qu'il avait jetée. Amélie le regarda en retour, mais dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni colère, ni même pitié. Il n'y avait qu'une reconnaissance fugace, calme et distante. Le regard que l'on porte à un visage vaguement familier d'un passé très lointain. Elle lui fit un signe de tête presque imperceptible, un geste poli que l'on fait à un employé d'hôtel qui commet une petite erreur, une reconnaissance, pas une invitation à parler. Puis, avec une élégance incroyable, elle détourna le regard et se reconcentra sur l'intervieweur comme si de rien n'était. « Je suis désolé. Où en étions-nous ? Ah, oui. À propos des conseils de sécurité pour les femmes voyageant seules à Rome. Pour Amélie, l'incident n'était qu'une interruption de 2 secondes dans sa journée chargée. Pour Julien, ce rejet subtil, cette indifférence tranquille était bien plus douloureuse que 1000 insultes. Il avait été effacé de la vie d'Amélie, réduit à un simple étranger maladroit. Le directeur du café se précipita et le gronda, lui ordonnant de nettoyer immédiatement le désordre. Alors qu'il s'agenouillait pour ramasser le verre brisé, Julien ne pouvait entendre que le rire confiant d'Amélie au loin, la voix d'un monde dans lequel il ne pourrait plus jamais entrer. Cette nuit-là, après le succès de son événement, Amélie se tenait sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de Paris. Elle ne pensait plus à Julien ou au verre brisé. Son esprit était rempli de grands projets pour son entreprise, pour son avenir. Elle avait gagné, non pas en cherchant à se venger, mais en construisant son propre bonheur. Elle avait montré au monde, et surtout à elle-même, qu'une vraie reine n'a pas besoin de reconquérir un vieux trône. Elle construit son propre palais, bien plus magnifique que le précédent. Et là, elle vécut heureuse pour toujours, seule et complète. 2 ans plus tard, le temps, tel un sculpteur patient, avait remodelé les vies qui avaient été brisées et avait usé les masques du mensonge.
Les deux mondes, autrefois unis par le mariage, tournaient désormais sur leurs propres orbites, séparés par la distance, le destin et un abîme de regrets infranchissables. Le premier monde était centré à Rome, un après-midi d'automne magique. Les feuilles des arbres le long des rues s'étaient transformées en une mer d'or, et l'air vif promettait l'arrivée de l'hiver. Amélie se promenait paisiblement le long d'un sentier dans un parc verdoyant, le même parc où, 2 ans auparavant, elle avait pris la photo qui avait changé son destin. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, un groupe de femmes de différents âges et horizons marchait à ses côtés, l'écoutant attentivement raconter l'histoire d'un palais voisin. C'était le dernier groupe d'Esprit Libre Voyage. L'entreprise d'Amélie avait connu une croissance exponentielle. Elle avait maintenant une petite équipe à Paris et plusieurs partenaires locaux en Italie. Elle ne vendait plus seulement des billets et des hôtels. Elle concevait des expériences. Les voyages qu'elle proposait étaient des pèlerinages pour les âmes en quête d'une nouvelle direction, une évasion constructive. Ses clientes étaient des femmes à la croisée des chemins, fraîchement divorcées, fatiguées de leur travail en entreprise, ou simplement ayant besoin de temps pour se reconnecter avec elles-mêmes. Amélie était plus qu'un guide touristique. Elle était un mentor, une compagne de voyage. Cet après-midi-là, alors que la visite touchait à sa fin, une jeune femme du groupe nommée Sarah s'approcha d'Amélie. Ses yeux semblaient un peu tristes. « Amélie » appela-t-elle doucement. « Vous voir si passionnée et heureuse ici est incroyable. Je suis venue parce que je viens de quitter un travail qui me rendait misérable. Je me sens perdue. » Amélie s'arrêta et regarda Sarah avec un sourire chaleureux et empathique. Elle vit un reflet de son ancien moi dans les yeux de la jeune femme. « Il y a 2 ans, dit Amélie d'une voix calme, je suis venue dans ce même parc pour la première fois. C'était l'automne. Je suis venue seule, non pas en vacances, mais en fuite. Je me sentais perdue, moi aussi. Ou pire, je me sentais insignifiante. » Sarah la regarda, surprise. « Vraiment ? » « Vraiment, poursuivit Amélie. Mais j'ai alors réalisé qu'être perdu n'est pas la fin de tout. Parfois, il faut se perdre pour trouver un nouveau chemin qui s'avère bien plus beau. Un chemin qui est vraiment le nôtre. Ne pense pas à ce voyage comme une évasion, Sarah. Pense-y comme ton premier pas sur ce nouveau chemin. » Ces mots, prononcés avec la sincérité de quelqu'un qui l'avait vécu, semblèrent donner du pouvoir à Sarah. Elle sourit, cette fois plus sincèrement. « Merci, Amélie. » Voir le changement sur le visage de Sarah procura à Amélie un bonheur que l'argent ne pouvait acheter. C'était son nouveau but dans la vie, transformer ses blessures en lumière pour les autres. Cette nuit-là, après s'être assurée que toutes ses clientes étaient rentrées en toute sécurité à l'hôtel, Amélie ne rentra pas directement à son appartement. Elle se rendit dans un petit café traditionnel du quartier de Monty. Elle s'assit seule près de la fenêtre, sirotant une infusion de gingembre chaude et regardant l'agitation extérieure. Elle se sentait complètement en paix. Son bonheur ne dépendait plus de la présence d'un homme ou de la validation des autres. Son bonheur était entier, né de l'intérieur, de ses réalisations et de la paix de son cœur. Elle avait trouvé sa véritable âme sœur, elle-même. Pendant ce temps, dans le second monde, à des milliers de kilomètres de là, le bonheur était une denrée rare. Julien travaillait maintenant comme employé dans une entreprise de logistique en banlieue parisienne. Son travail était monotone, saisissant des données du matin au soir dans un petit bureau sans fenêtre et mal ventilé. Chaque jour était une répétition du précédent. Il quittait sa petite chambre tôt, s'entassait dans le RER, travaillait pendant 8 heures, puis retournait à la solitude de sa chambre. Il avait réussi à rembourser la plupart de ses dettes, mais le prix était sa jeunesse dépouillée par le remords. Chaque soir avant de dormir, il avait un rituel douloureux. Il ouvrait Instagram. Il ne cherchait plus le compte personnel d'Amélie. Il savait depuis longtemps qu'il ne le trouverait jamais. Il ouvrait le compte professionnel, Esprit Libre Voyage. Il voyait les photos d'Amélie souriant dans divers endroits magnifiques en Italie. Il lisait les témoignages de clientes qui la louaient. Il regardait le succès de son ex-femme en images de haute qualité. Chaque nouvelle publication était comme un petit coup de poignard dans son cœur. Il ne la détestait pas. La haine s'était évaporée depuis longtemps, remplacée par une admiration amère et un sentiment de perte infinie. Il savait que la femme à l'écran était le résultat de ses décisions. Il avait jeté un diamant et devait maintenant se contenter de vivre dans la poussière. À Aix-en-Provence, le sort de Carole et Chloé n'était guère meilleur.
Carole vivait maintenant avec Chloé et Marc dans une modeste maison de location. Après la vente de la maison familiale, son arrogance avait été érodée par les difficultés. Elle était devenue silencieuse et maladive. Chaque fois qu'elle entendait les voisins parler du succès de leurs enfants, elle ressentait une douleur aiguë. Parfois, Amélie lui manquait, non par amour, mais parce que la stabilité et le confort qu'Amélie avait indirectement apporté à leur vie lui manquaient. Le mariage de Chloé était au bord de l'effondrement. La honte de son mariage était devenue une blessure qui ne guérissait jamais. Marc et sa famille ne cessaient d'aborder le sujet des dettes et de l'embarras qu'ils avaient causés. Les disputes étaient quotidiennes. Le luxe éphémère de son jour de mariage avait été échangé contre des années de misère. Ironiquement, Chloé se plaignait souvent maintenant de la dureté de la vie, les mêmes plaintes qu'elle entendait autrefois de la part d'Amélie, et qu'elle avait toujours silencieusement méprisées. Le point culminant de l'ironie du sort se produisit un soir de week-end à Rome. Amélie emmena son groupe sur la colline du Pincio pour admirer le coucher de soleil sur la Piazza del Popolo. De là, les lumières de la ville s'étendaient en dessous d'eux comme un tapis d'étoiles. Le vent du soir ébouriffait ses cheveux. Entourée des rires et des visages heureux des femmes qu'elle avait aidées, Amélie contemplait l'horizon infini. Son monde lui semblait immense, son avenir s'étendait, lumineux et plein de possibilités illimitées. Elle se sentait au sommet du monde, au sens propre comme au figuré. Presque au même moment, dans un coin sombre de la banlieue parisienne, Julien venait de rentrer dans sa chambre après une journée épuisante. Il ouvrit la petite fenêtre à barreaux. La vue n'était pas le scintillement des lumières de la ville, mais le mur arrière d'un autre bâtiment et une ruelle étroite et sale. L'air était lourd et humide. Il pouvait entendre une dispute dans la chambre voisine et le rugissement d'une moto lui perçait les oreilles. Son monde lui semblait si petit, si confiné, si étouffant. Il regarda dehors, mais il n'y avait pas d'horizon à voir, seulement un mur. Amélie, au sommet de la colline, prit une profonde inspiration, sentant l'air frais et pur de la liberté. Un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Julien, au fond de la ruelle, soupira profondément, sentant l'air lourd et épais du désespoir. Ils n'étaient plus connectés, mais leur vie restait le reflet l'une de l'autre. L'une était le portrait du courage de tout recommencer, l'autre, la peinture d'un regret éternel. Le meilleur karma, en fin de compte, n'était pas la destruction totale de l'oppresseur, mais l'opportunité pour la victime de reconstruire sa vie si haut, si brillamment, que même leur ombre ne pourrait plus l'atteindre.